Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres pour commencer. Le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang, a été accueilli ce jeudi matin à Conakry. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. À l'instar des autres pays musulmans du monde, la Guinée a débuté ce jeudi le moisson de Ramadan. Comme les fidèles musulmans ont débuté le 4e pilier de l'islam, élément de réponse dans cette édition. Info Intox, les habitants du quartier Dar es Salaam dans la commune de Matoto sont stupéfaits. Un arbre tombé suite à la tornade du samedi 13 juin aurait repris sa place initiale. Le détail dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République de Guinée équatoriale est arrivé ce jeudi matin à Conakry. Accompagné d'une forte délégation, Théodore Obiang a été accueilli à l'aéroport de Bessia par son homologue guinéen. Sa visite s'inscrit dans le cadre du soutien de son pays à la Guinée dans la lutte contre Ebola, mais aussi pour le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Maniankoundé et Souleymane Souma. Théodoro Obiang Nguema Mbassongo, président de la République de Guinée équatoriale, est à Conakry pour 48 heures. Venu sur invitation de son homologue guinéen Alpha Condé, sa visite s'inscrit tout d'abord dans le cadre de la solidarité de son pays à la Guinée dans la lutte contre Ebola, mais aussi en prélude à la conférence sur ce virus qu'il compte organiser en juillet prochain en Guinée équatoriale. En este sentido, de ese problema que tenéis y otros países africanos sobre el problema de Ebola. Vous avez connu une pandémie très grave, l'Ebola, et nous sommes venus sur place connaître de très près cette situation. Mais il n'y a pas que la situation de l'Ebola, il y a aussi d'autres problèmes que nous allons aborder. Pour le professeur Alpha Condé, convaincu du panafricanisme de son hôte et la maîtrise de la gestion des ressources naturelles de son pays, cette visite pourrait déboucher sur plusieurs liens entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement ou encore des mines. Et nous espérons davantage encore renforcer nos liens avec la Guinée équatoriale, tant au niveau des échanges des cadres dans l'enseignement, dans la santé, nous, l'excellence des mines, vous, l'excellence du pétrole, etc. Et surtout renforcer la coopération entre les deux pays. Donc c'est avec un très grand plaisir que je le reçois ici aujourd'hui. Nous allons davantage discuter de l'Afrique et voir comment nous allons impulser la coopération, parce que l'Afrique manque de solidarité. Et il est important que nous soyons solidaires comme lui l'a montré. Le président équato-guinéen, qui s'est fait d'ailleurs accompagner de plusieurs de ses ministres, s'est dit prêt à partager son expérience avec son homologue guinéen. Efectivamente, creo que tenemos la experiencia. En effet, la Guinée équatoriale, oui, nous avons une expérience en matière de développement. Je crois que la Guinée Conakry a un potentiel économique, naturel, des ressources naturelles. Et avec ces ressources, oui, nous pourrons constituer un bloc afin de partager notre expérience. La Guinée entretient depuis l'indépendance des relations traditionnelles singulières avec la Guinée équatoriale. C'est pourquoi, après son accueil à l'aéroport par le président de la République, les deux hommes se sont offerts un bain de foule de Bessia au palais Mohamed V. Au cours de ces 2 jours de visite, Alpha Condé et Théodoro Obiang effectueront des entretiens, des échanges intergouvernementaux, des visites de terrain, notamment vendredi, et la signature des accords. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar des autres de la sous-région, observeront le jeûne à partir de ce jeudi 18 juin sur toute l'étendue du territoire national, un mois durant lequel les adeptes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne boiront ni ne mangeront de l'aube au coucher du soleil. Le Ramadan et sa signification, c'est dans ce reportage de Idjatou Diallo. 9e mois du calendrier érigien, le mois saint de Ramadan est une période où les fidèles musulmans implorent la grâce divine et son pardon. Tout au long de ce mois béni, les musulmans qui ont l'âge de jeûner doivent s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'entretenir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Le mois de Ramadan, le mois de jeûne pour un musulman,
c'est le mois de la grande joie. Le mois de la grande joie, parce que c'est le mois pendant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes pour le musulman. Dieu même dit que tout ce que le musulman fait, c'est pour lui, sauf le jeûne. Le jeûne, c'est pour moi. C'est moi qui paye le jeûneur et c'est moi qui sais qu'est-ce que je lui donne. Ça veut dire que c'est le plus grand. C'est la grande occasion de se purifier, de revenir à Dieu. Ce mois saint, perçu comme une bénédiction de Dieu, permet à tout musulman de s'approcher de son Créateur, de le craindre et de l'obéir. Jeûner, c'est aussi purifier son cœur, son âme de tous les péchés. Mais comment doivent se comporter les musulmans pendant cette période? Le comportement d'un bon musulman pendant le mois de Ramadan, c'est de jeûner. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu n'approches pas les femmes. Tu ne dis pas de mauvaises choses. Tu ne diffames pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne crées pas de justice. Toi, tu es en train de détourner, tu es en train de voler, tu es en train de mentir, tu es en train de capoter par là et capoter par-ci, ramasser l'argent, manger. Non, même le problème dans la repentance pour se purifier, c'est-à-dire que dès que vous vous repentez, ne revenez plus à ce que vous faisiez avant. C'est ça le problème. La plupart des gens, pendant le mois de Ramadan, ils deviennent de très bons musulmans. Ils sont à la mosquée pendant toutes les 5 prières de la journée. Mais après la mosquée, que vous voyez les gens, ou vous voyez les gens chaque fois une mosquée remplie, vous verrez encore que cette mosquée-là devient vide. Les gens n'ont plus le temps d'aller. C'est pas normal. Le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Il rapproche les musulmans de leur Créateur tout en purifiant leur âme de tout péché. La communauté musulmane a débuté le Ramadan ce jeudi 18 juin, le 4e pilier de l'islam à travers lequel les fidèles observent le jeûne. En Guinée, ce mois saint sera-t-il observé massivement malgré le contexte de crise économique? Comment les fidèles musulmans ont débuté le jeûne? Élément de réponse dans ce reportage signé Mpali Guilavoki. Le Ramadan a commencé ce jeudi. Les musulmans pratiquants s'abstiennent de boire, de manger et d'avoir des relations intimes dès les premières lueurs de l'aube jusqu'au crépuscule pendant 30 jours, a prescrit le Coran. Cette année, le mois saint coïncide avec la période de vaches maigres, une crise économique sans précédent qui n'empêche Ella Djeriba Diaby de s'acquitter du 4e pilier de l'islam. Mon souci, c'est de voir comment les concitoyens guinéens et mon entourage ici vont s'aimer cette année avec des difficultés. Dieu est toujours là, il nous a toujours sauvés et il va encore nous sauver cette année. Assis dans sa mosquée familiale, l'ambassadeur de la paix rappelle les valeurs à défendre pendant ce Ramadan. À tous nos frères commerçants de bonne volonté, à tous nos frères guinéens, regardons d'autres pays en face de nous. Il y a même des commerces qui laissent les gens venir librement se servir dans leurs magasins, dans leurs dépôts pendant le mois saint de Ramadan. Je l'ai vécu dans beaucoup de pays en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest. C'est pas le moment où eux, ils vont augmenter le prix, mais c'est le moment où ils vont baisser le prix. Ici, à Ratoma Centre, les fidèles viennent de terminer la prière de 14 heures. Le premier jour du mois de Ramadan est le jour le plus long, explique ce fidèle, quasi éprouvé. Il tient bon et compte aller au bout de l'épreuve spirituelle. Parce que la croyance musulmane, ça nous demande à toute personne sainte doit jeûner. Et la nourriture, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Moi, j'ai pas les moyens, mais quand même, comme je suis un musulman, je jeûne. Et ce premier jour de mois de carême, vraiment, je l'aborde avec beaucoup de courage, avec beaucoup de ferveur. Contrairement à ce fidèle, Diallo, lui se soucie pour sa santé. Ce jeune musulman invalide est malade. Je ne suis pas en gêne. Pourquoi? Parce que je suis souffrant d'une maladie qui ne me permet pas de jeûner. Je suis un peu gêné. Le Ramadan se déroule dans un contexte assez particulier cette année en Guinée avec 3 crises majeures. La crise sociopolitique, la crise sanitaire et celle économique. Pendant 4 semaines, les fidèles doivent implorer Dieu. Cet exercice, Ella Djeriba Diaby l'a bien compris. Depuis 2 mois, l'ambassadeur de la paix observe le jeûne pour que règne la cohésion dans son pays. Nous sommes déjà dans cette prière et nous organisons à partir de ce soir avec plusieurs imams
avec beaucoup de musulmans qui vont désormais veiller ici jusqu'à la fin du mois de carême. Et cette année, on ne se limite pas seulement ici, à Ratoma, mais nous allons le faire dans d'autres communes, mais aussi dans d'autres préfectures et sous-préfectures, pour que la paix puisse vraiment installer définitivement dans notre cher pays, la Guinée. À Conakry, comme dans certaines villes du pays, le décor a changé. L'ambiance est morose dans les marchés. Les rues sont désertes. Chaque fidèle cherche à se purifier davantage. Eh bien, comme à l'accoutumée, durant le mois béni de Ramadan, les jeunes filles changent leur tenue vestimentaire. Les décolletés et pantalons moulants sont remplacés par les tenues traditionnelles. Les jeunes filles essayent ainsi de se conformer aux prescriptions de l'islam qui recommande aux musulmans de s'habiller décemment. Nino Baldi pour le reportage. Ramadan, ce n'est pas seulement le jeûne, c'est aussi la période au cours de laquelle les jeunes filles ont tendance à changer leur mode vestimentaire. Durant ce mois béni, les jupes courtes, pantalons serrés, collants sont remplacés par les tenues traditionnelles. Pour s'enquérir de la réalité, il suffit de faire un tour dans la capitale. La majeure partie des jeunes filles sont décemment habillées. Interrogées, certaines jeunes filles affirment qu'elles ont opté pour ce changement seulement à cause du Ramadan. J'ai fait une remarque aujourd'hui, j'ai vu que toutes les femmes sont voilées, la plupart des jeunes filles sont voilées aujourd'hui. La première des choses, le mois c'est un mois saint, il faut le considérer. Oui, je mets les messes avant le mois de Ramadan. Oui, c'est pour le mois de Ramadan, mais souvent les vendredis je m'habille ainsi. Oui, je porte ça. Mais alors là, je ne porte pas ça parce que c'est le mois de carême. Ibrahim Silla, lui, condamne ce changement d'habillement juste pour le mois de Ramadan. Il estime que les filles devraient toujours s'habiller comme l'islam l'indique. Si ce n'est pas le mois de Ramadan, on voit beaucoup des habillements, des collants, des mimi, des taille-baisse, ainsi de suite. Le mois de Ramadan, ils s'habillent bien. Après le mois de Ramadan, ils se retournent encore. Leur mauvais habillement. C'est ça que je condamne. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon musulman. Un bon musulman doit continuer son comportement même après le mois de Ramadan. Une façon de s'habiller qu'on ne retrouve que durant le carême. Après ce mois, les vieilles habitudes ont la vie dure et c'est parti pour l'indécence. Dans les faits divers de cette édition, un jeune d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort à la corde au cou ce jeudi au quartier Simbaya École dans la commune de Matoto. Les parents de la victime déclarent n'avoir aucune connaissance des motifs de cette pendaison. Maurice Sidibé. Est-ce qu'il s'est volontairement donné la mort ou une pendaison montée de toutes pièces? C'est tout un mystère. Le corps de Mustapha Bamba, tapissier de profession, a été retrouvé à 2h15 par l'un de ses amis à la rentrée de sa concession. Les circonstances de cette mort restent encore non élucidées. C'est à 2h15 du matin, on m'a appelé pour venir, il y a un problème à la maison. Je suis venu en courant, j'ai trouvé qu'il s'était pendu. Il s'est suicidé, il s'est pendu. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. On ne peut rien dire, quand même, la famille ne regarde que Dieu. Seulement Dieu peut juger, parce qu'il s'est fait tous ces actes-là seul, personne n'était à côté de lui. Sur les lieux, la population est curieuse, la police et la gendarmerie assurent la sécurité. Les agents de la Croix-Rouge pulvérisent le corps en vue d'un enterrement sécurisé. Depuis hier nuit, dans les bandes de 2h du matin, l'acte s'est produit. Personne n'a touché le corps. On a respecté. Jusqu'à dans les bandes de 9h, 10h, le Croix-Rouge est venu maintenant. Ils nous ont demandé. Nous aussi, on les a donné notre accord de la famille. Et puis, c'est fini. Ils ont fait leur travail maintenant. Voilà, on accompagne le petit vers sa dernière demeure maintenant. Le corps a été transporté à la mosquée pour les obsèques. Chez les parents de la victime, c'est le regret et la consternation. Et certains même sont inconsolables. C'est très très regrettable pour nous. Parce qu'on sait ce qu'il nous faisait. C'est qu'il était pour nous. C'est qu'il était pour nous. Il faisait tout pour nous.
Incroyable mais vrai à en croire les témoignages. Un tronc d'arbre tombé samedi 13 juin dernier suite à la tornade qui a soufflé sur Conakry aurait repris sa place initiale. Cette mystérieuse situation serait produite ce jeudi aux environs de 7 heures au quartier Dar es Salam dans la commune de Matoto. Dans ce quartier de la banlieue de Conakry, les spéculations vont bon train. Bernard Koundounou. C'est un véritable mystère qui s'est produit ce jeudi au quartier Dar es Salam 1 dans la commune de Matoto. Un manguier arraché du sol par une violente tornade qui a soufflé le samedi 13 juin dernier, dont les branches seraient même coupées par les habitants, s'est relevé ce jeudi matin aux environs de 7h10. L'arbre est tombé samedi dernier lors des vents violents. Les enfants du quartier ont découpé ses branches. Ce matin, il se serait relevé de lui-même. Nous étions dans la maison ce matin vers 7 heures quand on a entendu un bruit. Après, nous avons pensé que c'était un accident de circulation. Ce tronc de manguier relevé en reprenant sa place initiale est un acte qui est qualifié par les observateurs comme une bienfaisance de Dieu, surtout en ce début du mois saint de Ramadan. Dieu a fait cet acte pour que tous les Guinéens changent. Restons unis, c'est un fait divin. J'ai cru en Dieu, cet acte m'a vraiment étonné. Au dire des témoins, cet acte est le premier de ce genre depuis l'histoire de Dar es Salam 1. Pour l'instant, aucune hypothèse ne justifie le relèvement de cet arbre. Autre registre de l'actualité, le 17 juin est la date limite imposée par l'Union internationale de télécommunications à tous ces pays membres en ce qui concerne le passage de l'analogie au numérique. La Guinée a fait un grand pas dans ce sens en se procurant des émetteurs numériques de longue portée et à la date 18 juin. Seules les 2 télévisions publiques émettent en numérique. Quant aux télé privées, la quasi-totalité diffuse encore en analogie. Nabi Kamara pour plus de détails. Depuis la signature du protocole d'accord en 2006 par les 193 pays membres de l'Union internationale des télécommunications pour le passage de l'analogie au numérique, la Guinée n'est pas restée bras croisés. L'année dernière, elle a recruté la Société Générale d'Afrique pour réaliser le passage de l'analogie au numérique dans le pays. Cette société vient d'implanter un émetteur numérique de longue portée à Conakry. De nos jours, cet émetteur est fonctionnel, mais ne couvre que la capitale. À travers une société de patrimoine guinéen appelée Fusion Numérique a mis en place tout un processus en vue de la réalisation d'un réseau de diffusion TNT. Et ce réseau, il devait naturellement commencer par la ville de Conakry. Et je peux vous dire que, à date, l'émetteur devant assurer la couverture de la ville de Conakry en TNT est déjà opérationnel. À la date du 18 juin 2015, seules les 2 télés publiques du pays émettent en numérique. Quant aux télévisions privées, le travail reste à faire. Aujourd'hui, la RTG Boulbini est en numérique, tout comme la RTG Coloma. Pour le moment, je peux affirmer que la diffusion dans la quasi-totalité des télévisions privées est encore analogique. Du côté des consommateurs, les autorités en charge des télécommunications les rassurent qu'ils ne vont pas subir les conséquences du passage de l'analogie au numérique. Je vous rassure déjà que personne ne va souffrir du processus de passage de l'analogique au numérique. Surtout pas les consommateurs. Surtout. C'est pour cela que il est prévu que chaque consommateur continue à utiliser son récepteur analogique actuellement en service. A rappeler que cet émetteur numérique a coûté 78 millions de dollars à la Société Générale d'Afrique.
L'actualité sur le continent à présent, c'est l'un des crimes les plus meurtriers des 25 dernières années aux États-Unis. Un homme blanc a tiré mercredi soir sur les fidèles de l'une des plus vieilles églises noires de Clarkston, en Caroline du Sud. 9 personnes ont été tuées. L'auteur présumé s'appelle Diran Roof. Il a 21 ans. Il a été arrêté après plusieurs heures de cavale. Reportage. 21h passées, la police est appelée en urgence mercredi soir au 110 Calhoun Street, l'une des rues principales de Charleston en Caroline du Sud. Un individu a ouvert le feu dans une église protestante de culte méthodiste où un groupe de personnes est réuni pour étudier la Bible. Je ne pouvais pas le croire quand je suis arrivée ici. C'était le chaos. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et oui, il y avait 9 morts. 6 femmes, 3 hommes viennent pourtant d'être abattus. Parmi eux, le pasteur Pinkney, figure de la communauté noire locale et sénateur américain depuis plus de 20 ans. Fait notable, annonce le chef de la police, le tueur était dans l'église bien avant de tirer. Il était entré sans éveiller l'attention. L'individu était dans l'église. Il assistait à une réunion pendant près d'1 heure avec le groupe, avant l'attaque elle-même. Depuis, la traque est lancée avec cet avis de recherche pour un homme blanc plutôt mince, taille moyenne, décrit comme dangereux et armé, identifié comme étant Dylan Roof, 21 ans. Le chef de la police promet de retourner chaque pierre pour retrouver le tueur. Une double enquête locale et fédérale est ouverte. Il s'agit d'un acte incompréhensible, ignoble, d'un individu animé par la haine, un esprit malade. Un nouveau crime racial, pas l'ombre d'un doute pour ces habitants de Charleston, déjà ébranlés en avril par le meurtre d'un automobiliste noir par un policier blanc, formellement inculpé la semaine dernière. Le tueur présumé va du reste pouvoir s'expliquer, car des médias américains annoncent son arrestation. Un nouveau drame qui ne manquera pas également d'alimenter le débat sur le port d'armes aux États-Unis, où la campagne présidentielle 2016 ne fait que commencer. Le Daghestan, république de la Fédération de Russie, est rarement sur le devant de la scène. Elle fait face depuis 10 ans à une insurrection islamiste. La réponse de Moscou semble féroce. C'est en tout cas ce que déclare dans un rapport Human Rights Watch. Reportage. Village de Vremeni dans les montagnes du Daghestan, après le passage des forces de sécurité russes. Ils sont venus à 8 heures du matin et ils ont chassé tout le monde. Ils nous ont même pas laissé le temps de mettre des vêtements ou des chaussures. Tout le monde a été forcé de sortir et on nous a dit qu'on pourrait rentrer chez nous dans quelques heures. Seulement, l'opération s'est prolongée sur 2 mois. À leur retour, certains habitants n'ont trouvé que des décombres. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait exploser les maisons de notre village? Je ne comprends pas. Pourquoi ont-ils tout détruit? Pour trouver des caches d'armes et d'éventuels insurgés salafistes. Selon les habitants interrogés par l'ONG Human Rights Watch, de telles opérations sont monnaie courante au Daghestan. Ils prennent les jeunes et les vieux. Ils ne font pas de différence. Ils prennent les empreintes, ils leur font remplir des questionnaires, ils leur posent des questions sur leur façon de prier et leurs croyances. Intimidation, tests d'ADN, arrestations arbitraires, voire disparitions. Les musulmans salafistes sont considérés comme des criminels inscrits sur des registres spéciaux. Des tactiques abusives dénoncées par Human Rights Watch et les militants locaux. Pour savoir si une personne appartient à un groupe religieux extrémiste, il se base sur son apparence. Alors une barbe est une raison suffisante pour qualifier une personne d'extrémiste. Ces pratiques sont humiliantes à mon avis. Elles influencent directement la radicalisation parmi la population. Une radicalisation wahhabite. En l'espace d'une décennie, le Daghestan, vaste région située dans le sud-ouest de la Russie, est devenu le bastion des islamistes du Caucase. Théâtre d'assassinats ciblés et d'attentats comme la double attaque de janvier 2014 avant les Jeux Olympiques de Sochi, la zone fait régulièrement l'objet d'opérations antiterroristes musclées. Une guerre invisible menée par Moscou, selon Human Rights Watch. Waterloo, la mort Noplen fête aujourd'hui ses 200 ans exactement, une grande fête de Napoléon qui a donné occasion aujourd'hui à des commémorations en Belgique en présence de plusieurs chefs d'État, mais à l'absence évidemment de François Hollande. C'est une défaite qui a changé le cours de l'histoire en Europe. Suivez. C'est l'une des plus grandes défaites militaires de l'histoire française. Sur le site de la bataille, le roi des Belges et une foule de dignitaires venus de toute l'Europe ont participé à la commémoration de son bicentenaire. Les descendants des chefs des armées françaises, anglaises et prussiennes ont également été conviés. Au centre, Jean-Christophe Napoléon, descendant de l'empereur.
Pour nos voisins européens, c'est une grande victoire dont ils se souviennent aujourd'hui pour affirmer l'unité de l'Europe. Les ennemis d'hier sont devenus les alliés les plus solides sur les plans politiques, économiques et diplomatiques. Des femmes et des hommes de bonne volonté ont choisi de tirer les leçons du passé. Ils ont choisi en réalité d'unir leurs rêves autour d'un projet plus beau et plus grand, la construction, pierre après pierre, de l'Union européenne. 2 siècles plus tard, la défaite de Napoléon semble toujours aussi difficile à digérer pour les Français. Aucun membre du gouvernement n'a accepté l'invitation aux commémorations. Seul l'ambassadeur français en Belgique est présent. Pourtant, malgré la défaite, c'est bien Napoléon qui est resté dans la postérité. Quel est le héros de Waterloo? Ce ne sont pas les Anglais, c'est pas Wellington, c'est pas Blücher, c'est l'aigle, c'est l'empereur. Donc Waterloo, paradoxalement, c'est une défaite triomphale, c'est une défaite victorieuse de Napoléon. On ne voit que lui, on ne célèbre que lui. Et d'ailleurs, tous les reconstituants, qu'ils soient russes, anglais ou belges, ils n'ont qu'une envie, c'est de se battre côté français. Waterloo n'est plus le lieu de la défaite de Napoléon, c'est devenu celui du culte de l'empereur. Pour la reconstitution de la bataille, plus de 5000 figurants et 360 chevaux sont mobilisés. Toujours dans le monde, c'est l'une des plus grandes mégapoles du monde avec 24 millions d'habitants. Shanghai en Chine est frappée par d'importantes inondations. Suivez le reportage. Les habitants de Shanghai n'ont plus que leur parapluie pour s'abriter. Au sol, la ville baigne déjà dans 30 cm d'eau. Ici, la pluie tombe depuis lundi et par torrent, mais la vie suit son cours, sans problème, ou presque. Des rues comme celle-ci, transformées en rivières, on en compte une centaine dans la mégalopole. Shanghai n'est pas Venise, la mairie a mobilisé 50 équipes de drainage qui pompent pour revenir à la normale. Pourtant, ce bain forcé en amuse plus d'un, à commencer par les étudiants. À Nankin, les étudiants se vantent d'avoir la vue sur la mer. Et maintenant, c'est la même chose ici. Oh, regardez, un poisson! Car la nouvelle attraction du campus, c'est la pêche à la carpe. On m'a dit qu'on pouvait faire un foot aquatique avec des poissons, j'ai trouvé ça drôle. Des images surréalistes. D'après une étude parue il y a 3 ans, Shanghai est la ville la plus menacée au monde par les inondations. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'attention. Excellente suite de programme de notre compagnie. Bonsoir, où que vous soyez à travers le monde.